Bon alors donc session enregistrée, le fameux tac, c'est bon, on Parfait. y est. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Baptiste, enseignant en histoire en lycée et enseignant en histoire et en sociologie à l'université Bordeaux-Montaigne. Salut à toutes et à tous, donc moi je suis Christophe, enseignant à l'université Bordeaux-Montaigne en histoire grecque, en sociologie, en épistémologie des sciences sociales. Alors aujourd'hui, nous vous proposons un texte un petit peu plus court que d'habitude et qui change de nos textes rédigés par des sociologues, puisque nous nous intéressons à un texte rédigé par un géographe, en l'occurrence un article de Paul Vidal de la Blache, La géographie humaine, ses rapports avec la géographie de la vie, donc un article qui a été publié en 1903. Oui, il s'agit pour nous de vous montrer, hein, on va s'en tenir qu'à ces deux disciplines parce que ce sont un petit peu les nôtres, l'histoire et la géographie. Il s'agit donc de montrer que l'ensemble des disciplines, en particulier celles qui ont vocation à étudier les sociétés, ont été interpellées et même modifiées par l'irruption de la sociologie, c'est-à-dire le geste durkheimien. C'est-à-dire que le geste durkheimien, qui à l'origine, en 1887, puis 1894-95, avait pour vocation de créer un territoire disciplinaire, s'est retrouvé par sa puissance même à interroger les autres disciplines, voire même, comme c'est le cas pour la géographie, à interroger la pertinence même de la discipline. Donc le texte que nous étudions est très précieux pour les historiennes et historiens et les géographes qui passent ou passeront les concours de l'enseignement, puisque quand vous aurez à préparer les oraux, vous devrez étudier l'histoire de la géographie. Et l'intérêt de cet article, c'est qu'il place la géographie de Vidal de la Blache dans son contexte. D'abord, Vidal de la Blache définit sa géographie. Ensuite, il l'a définie par rapport aux sociologues, tu l'as dit Christophe, mais également par rapport à des géographes de son temps, notamment à Ratzel. Oui, Vidal de la Blache et pour situer un petit peu, hein, dans la chronologie, Vidal de la Blache, il est un petit peu plus, il a une vingtaine d'années de plus qu'Émile Durkheim, donc il est, antérieur et il va, contribuer à l'institutionnalisation de la géographie, tant au niveau scolaire qu'au niveau universitaire, hein. Après la défaite, militaire de la France en 1870-1871. Vidal, il est normalien, lui aussi, agrégé d'histoire, docteur en 1872, et rapidement, il va arriver à la chaire de, il va devenir pardon, titulaire d'une chaire de géographie à la Sorbonne en 1898. Entre-temps, en 91, il avait fondé les Annales de géographie. Hein, donc, tout le monde voit, en pensant à l'année sociologique, à quel point toute cette période est un bouillonnement de réinterrogation de disciplines, de création de disciplines nouvelles. Et de ce point de vue, Vidal peut être considéré comme le fondateur, hein, de l'école de géographie moderne, et avec l'importance accordée en particulier, on va y revenir, à la monographie régionale, et avec donc cette idée force maîtresse, hein, qui est l'enracinement de l'être humain dans un territoire, dans une terre, et donc du lien de solidarité qui existerait entre l'être humain et ce territoire. Voilà. Il faut toutefois distinguer cette géographie vidalienne d'un déterminisme semblable à celui de Ratzel, puisque Vidal de la Blache est à l'origine de ce que Lucien Febvre a appelé, dans mes souvenirs, le possibilisme. En l'occurrence, certes, l'humain entretient un lien, comme l'a dit Christophe, extrêmement fort avec son territoire, mais la manière dont évolue cet humain dépend aussi des variétés d'agencement matériel et du principe de contingence historique et culturelle. C'est toujours compliqué parce que effectivement, hein, il y a des relectures, et cetera, parce qu'il y a sans doute des phrases, ou des affirmations de Vidal de la Blache qui, aujourd'hui, peuvent s'entendre d'une manière un peu plus, critique, hein. J'en prends juste, un exemple, hein, quand par exemple en 1904, il parle de la bonté du sol, le sol nourricier, non pas le sol industriel qu'on exploite,
et d'ajouter, et sans méconnaître les changements inévitables qu'amène le train général du monde, il convient de nous confirmer dans le sentiment réconfortant de la puissance et de la vertu du sol. Hein, c'est sur les pays de France, donc un article, enfin, d'abord une conférence, puis un article publié en 1904. Effectivement, on voit quand même que le possibilisme cède rapidement le pas à quelque chose qui est plus proche d'un déterminisme que simplement de potentialité. Mais en tout cas, c'est une discussion qu'effectivement l'article que nous avons à lire aujourd'hui ouvre. Et tu as tout à fait raison. Mais c'est vrai que j'ai tendance à fonctionner, comme en concours et à opposer le déterminisme de Ratzel et le possibilisme de Vidal de Lablache. Mais en l'occurrence, c'est un mauvais réflexe puisque, la pensée de Vidal de Lablache n'est pas figée, elle, évolue et Vidal de Lablache ne dit pas toujours, la même chose. Voilà, donc en tout cas, au moment où on le saisit là en 1903, il est dans un moment où il essaye de fonder lui-même une discipline hein, qu'il appelle la géographie humaine, et c'est ce geste-là qu'on va essayer de saisir pour comprendre dans quelle mesure il s'apparente au geste durkheimien ou au contraire, il le contredit, il le nie. Et c'est l'intérêt principal de ce texte, dont on peut dire qu'il s'intègre hein, dans un petit corpus de trois articles puisque en réalité, Vidal de la Blache a écrit en 1902, 1903, 1904 d'abord par une conférence donc prononcée à l'école des hautes études sociales où il produit un article qui s'appelle Les conditions géographiques des faits sociaux, puis en 1903 l'article que nous allons lire ensemble, publié dans la revue de synthèse historique, puis un court texte encore issu d'une conférence en 1904 qui s'appelle Rapport de la sociologie et de la géographie. Bref, tout ça montre bien qu'il s'agit pour lui avant tout de prendre position par rapport à la sociologie durkheimienne. Bien, alors, commençons par, ce que Christophe, évoquait, la définition, de, la, géographie humaine puisque, c'est l'enjeu alors c'est l'enjeu de l'ensemble de l'article, mais c'est particulièrement l'enjeu de, la première partie de l'article qui va de la page, 219 à, la page 224 et donc, on peut, commencer par cette page 219. Alors, ce que fait Vidal, tout d'abord, c'est critiquer la manière dont l'expression, géographie humaine est utilisée, dans, le langage courant. En l'occurrence, cette expression géographie humaine qui existe avant que Vidal de la Blache s'en empare, elle désigne ce qu'étudie généralement, selon lui, la géographie politique, et la géographie économique. Donc cette expression désignerait en somme une espèce de géographie, élargie qui serait un aboutissement, des, progrès faits en matière de, selon la formule de Vidal, des progrès en matière de connaissance des peuples et des relations commerciales, du globe, progrès qui ont été réalisés notamment grâce, il le rappelle fortement, grâce à la colonisation au 19e siècle. Donc ça donne un petit peu le ton. Or, selon Vidal de la Blache, la géographie humaine, c'est d'abord, et là je le cite de nouveau, on est toujours à la page 219, la géographie humaine, c'est un ordre de recherche procédant de certains principes de méthode. Et il s'agit donc pour lui de distinguer sa géographie humaine de l'anthropogéographie alors il l'appelle Frédéric, mais c'est Friedrich Ratzel. Oui, on retrouve là hein, une tendance très très fréquente chez les créateurs et créatrices de disciplines qui déconstruisent en partie enfin, l'idée que soit ça ne servirait à rien de créer une nouvelle discipline, soit ça existe déjà. Et dans le même temps, l'ancrage dans une histoire longue, puisqu'il va remonter au XVIIIe siècle et même avant, pour montrer qu'en réalité, ce qu'il appelle géographie humaine a déjà été mené et tenté, même si les conditions de son temps permettent une amélioration de ce savoir. Hein. C'est très fréquent, c'est-à-dire que les créateurs et créatrices de disciplines souvent se cherchent des ancêtres, alors qu'ils ne sont pas ceux et celles auxquels on pourrait penser, mais qui en sont quand même et qui permettent de s'appuyer, hein, même si Vidal a un capital académique incontestable en 1903, il n'en demeure pas moins que il y a toujours cette volonté de se rattacher, hein, comme si la charge de se décrire comme un créateur ou créatrice de discipline était trop lourde et qu'il était nécessaire de réécrire l'histoire des questionnements pour créer une nouvelle narration et ainsi produire une nouvelle continuité.
Tout à fait, c'est particulièrement, vrai, dans la deuxième partie de son article qui court de la page 224 à, la page 228 et dans laquelle, Vidal s'intéresse effectivement à l'origine et au développement, de la géographie humaine. Il va notamment placer cette géographie humaine dans la filiation de Buffon. Mais on peut avant de passer à cette deuxième partie, en revenir peut-être à cet effort de définition de la géographie humaine. Heu alors ce que dit, Vidal de Lablache à son propos, c'est que, la géographie humaine ou, l'étude géographique de l'espèce humaine, puisqu'il, il met enfin, il considère que les 2 expressions sont synonymes. Cette géographie humaine est d'abord fondée sur une méthode qui va, allier, comparaison, analyse, un petit peu à l'image. C'est l'analogie que développe, hem Vidal, et ça va même d'ailleurs au-delà de l'analogie, puisqu'il en fait un véritable fondement, un peu à l'instar donc de la géographie végétale et animale. C'est, en fait, son point de départ consiste à pour prendre, disons une image qui est peut-être plus familière, à celles et ceux qui nous écoutent, hein. La géographie humaine ne doit pas être confondue avec la description de nouveaux mondes. Puisque, au fond, il y a beaucoup, hein, ça commence des récits, de ces contrées nouvelles qui sont découvertes à l'occasion de la colonisation, comme tu me l'as rappelé, et donc, ce qu'il commence par faire, c'est se distinguer. Autrement dit, ce qu'il dit ou ce qu'il aurait pu dire, c'est que la géographie humaine qu'il appelle de ses voeux, c'est pas Géo Magazine, c'est pas la description de comment les gens sont différents ailleurs. Hein. C'est pas ça la géographie qu'il entend faire. Et il ajoute même que si c'était ça la géographie, ben, elle n'existerait pas, puisque dans ces cas-là, si on fait l'économie coloniale en AOF, donc en Afrique occidentale française, on fait de la science économique mais on ne fait pas de la géographie. Donc il faut trouver le territoire propre à la géographie qui ne peut pas être ça, parce que cette description emprunterait à d'autres disciplines et au fond n'accorderait pas d'importance à l'espace, à la distance, etc. Le point de départ de cette géographie humaine, d'ailleurs, ça n'est effectivement donc pas, Christophe l'a rappelé, une description, mais bien une recherche, en l'occurrence la recherche des causes de la répartition de la population, ou des populations plutôt, à la surface de la Terre. Mais également la recherche des causes, alors selon la formule de Vidal, de la composition des différents groupes humains et de leur adaptation à différents milieux. Et Vidal de la Blache considère, et c'est ce qui va aussi permettre de singulariser la géographie vis-à-vis de l'histoire, c'est que il faut remonter très tôt pour trouver ces causes, et même avant la période strictement historique, puisqu'il faut chercher ces causes dans la nature du milieu physique. Alors, il dit par exemple, enfin il écrit par exemple que les oscillations de climat à l'époque quaternaire ont notamment exercé leur influence sur les premières formations des sociétés. Alors ça, il l'écrit page 221. Bon, et il écrit aussi que, si l'activité humaine a pu, renouveler en partie la physionomie de la Terre, c'est grâce à la composition déjà très variée du monde vivant qu'avait engendré une immense évolution antérieure. C'est de la variété éparse autour d'elle que s'est fortifiée, l'intelligence humaine. Oui, c'est là où on voit quand même que dès le départ, il accorde une importance particulière aux conditions, on va appeler géographiques, premières, par rapport à des conditions historico-sociales qui, à l'évidence, apparaissent comme secondes, hein. Mais on le comprend, important pour lui, puisque, de ce fait, il, prend ses distances, enfin, il établit une distance entre la géographie humaine et l'histoire. Puisque, il dit, comme tu viens de le dire, qu'en fait, la logique de répartition des êtres humains à la surface du globe trouve son origine avant l'histoire, avant les temps historiques. Ce n'est pas le temps historique, les différentes sociétés, les différentes, si on veut utiliser ce mot, civilisations, etc., qui sont à l'origine de l'inégale répartition des êtres humains, de leurs caractéristiques, etc., mais les conditions premières du milieu qui ont façonné les êtres humains. Et de ce point de vue, tu en as cité, mais il y en a d'autres, mais je ne vais pas les multiplier. Page 221 et 222, il y a très 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 clairement hein, cette volonté d'inscrire l'être humain dans un tout, dans une totalité qui n'est pas une totalité sociale, mais qui est une totalité donc naturelle.
Effectivement, Vidal de la Blache opère un lien très fort entre milieu physique d'une part et société d'autre part. Mais 221, tu l'as dit, et moi je vais le citer, il écrit hein, partout en effet où il est possible de suivre sur place la marche de civilisation indigène, on voit un rapport entre les conditions locales de vie et le degré de développement que les sociétés ont atteint. Donc il l'écrit, il l'assume et il donne même des exemples qui, à nos oreilles, sonnent un peu, dans le meilleur des cas, bizarrement. Page 222, je le cite sur au moins un de ces exemples. Il semble aussi que l'infériorité de la faune américaine, ou du moins la pénurie d'animaux susceptibles d'être domestiqués, ait été une cause de retard pour les civilisations indigènes de ce continent. Donc, vous voyez, le retard que Vidal de la Blache attribue aux Amérindiens trouverait sa cause dans le milieu physique dans lequel s'inscrirait cette société. Alors c'est ce genre d'affirmation est toujours problématique parce qu'évidemment, on voit bien, sur quoi, ça peut, déboucher, hein, de commencer à raisonner en termes d'infériorité ou de supériorité. Toutefois, il faut voir que ce type de raisonnement permet de s'éloigner de manière radicale de toute forme de racisme. Puisque, ce qu'il fait, ce n'est pas relier, la situation des êtres humains, à leur, supposée identité, raciale, génétique et tout ce qu'on veut. Puisque c'est dans la relation avec une nature dont a priori ils ne sont pas responsables, que ces êtres humains établissent une histoire. Et on voit ainsi que le geste vidalien, donc cette volonté de créer une science nouvelle, la géographie humaine, partage quelque chose avec le mode de pensée sociologique durkheimien, en ce sens que la pensée de Vidal de la Blanche, elle est à l'évidence relationnelle. C'est-à-dire que lui aussi, il considère pour comprendre l'être humain, il faut le saisir dans une relation. Mais cette fois-ci, ce n'est plus avec une société et un temps, une époque, donc une historicité qu'il faut inscrire l'être humain pour le comprendre, il faut l'inscrire dans la nature, dans la biologie. Et c'est pour cela qu'il fait référence à Spinoza, sans le citer, enfin sans le nommer plutôt, lorsqu'il reprend hein, cette affirmation de Spinoza dans la préface de la troisième partie de l'éthique, l'homme n'est pas un empire dans un empire. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas à soi seul sa détermination. Hein. Et donc là encore, on voit à quel point il est proche de la sociologie durkheimienne et, disons-le d'un mot, les Vidaliens ont travaillé avec dès le départ, avec les sociologues durkheimiens, donc ils sont dans une discussion, mais ils ne sont pas dans une opposition radicale. Oui, Paul Vidal de la Blache montre effectivement des individus qui ne seraient pas absolument tout puissants, qui ne seraient pas absolument libre arbitre. Et d'ailleurs, il a une lecture de l'action géographique de l'homme, c'est sa formule, euh, assez restrictif parce que cette action géographique de l'homme se réduirait à, là encore c'est sa formule, ouvrir la porte à de nouvelles combinaisons de la nature vivante. Alors dit comme ça, c'est pas très explicite. Heureusement, Vidal en donne un exemple, page 222-223. Si l'homme crée des prairies, il substitue de nouvelles associations végétales à celles qui eussent spontanément occupé le bord des rivières. Par conséquent, si l'homme n'habite pas un espace, c'est aussi essentiellement à cause de la nature. En témoigne le faible peuplement des zones tropicales comparativement aux zones tempérées. Donc on voit bien que l'humain est largement soumis à cette nature, au biologique plus large. Oui, c'est-à-dire qu'il nous donne l'impression que si histoire des êtres humains en société il y a, c'est une histoire des interactions des êtres humains regroupés avec leur milieu. Et que donc, si les êtres humains changent leur milieu, ils ne font que produire de nouvelles conditions d'interaction, donc des nouvelles conditions de possibilité, si on veut garder le terme de possibilisme que tu as évoqué tout à l'heure. Mais à chaque fois, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas un statut particulier à la transformation de l'environnement en considérant que cette transformation, au fond, rendrait caduque l'idée que la détermination se trouve dans le milieu. En fait, il y a toujours interaction avec le milieu, et même si le milieu change du fait des actions humaines, ce sont toujours ces interactions qui permettent de comprendre les évolutions.
Et ça permet, ces raisonnements successifs à Vidal de la Blache de fixer une définition de la géographie humaine et de délimiter, le périmètre de la géographie humaine. Alors il le fait, page 223, 224. Il écrit que la géographie humaine mérite ce nom parce que c'est la physionomie terrestre modifiée, par l'homme qu'elle étudie, en géographie. Et il va, comment dirais-je, caractériser cette géographie humaine, aller plus loin en délimitant son périmètre. Ça, c'est à la page 224. Elle n'envisage donc cette géographie humaine, l'effet humain, que dans leur rapport avec cette surface où se déroule le drame multiple de la concurrence des êtres vivants. Alors ça, c'est ce que l'on vous expliquait avec Christophe, c'est-à-dire que l'être humain est envisagé dans son milieu. Et il continue. Il y a donc des faits sociaux et politiques qui ne rentrent pas dans sa compétence ou qui ne s'y rattachent que si indirectement qu'il n'y a pas lieu pour elle de s'en occuper. Vous voyez, la géographie humaine est en ce sens réduite à l'étude des relations entre les hommes et ce fameux milieu, à l'exclusion donc de tous les autres faits sociaux. Et ce faisant, vous le voyez, il ne récuse pas, a priori, toute légitimité à la sociologie ou à l'histoire, hein. Donc on retrouve, hein, les mêmes, questions que nous avions évoquées au moment de la leçon, d'ouverture, de Durkheim en 1887 ou bien, nos commentaires sur les règles de la méthode, sociologique de Durkheim, hein, où, il ne s'agissait pas d'imposer une discipline contre tous les autres, mais de délimiter un territoire particulier à une discipline par rapport aux autres. Ça, c'est ce qui est relevé de la première partie de l'article de Paul Vidal de la Blache, la définition donc de cette géographie humaine. Deuxième partie, Christophe a rapidement évoqué son objet. Dans la deuxième partie de son article, qui va donc de la page 224 à la page 228, Vidal de la Blache étudie le développement de la géographie humaine en interrogeant son origine et la place, là encore, des faits sociaux dans cette géographie humaine. Disons que si il aborde cette question donc à la fin de la première partie, il l'aborde plus amplement donc dans cette deuxième partie de l'article. Et page 224, donc dès le début de cette deuxième partie, il est très très intéressant de souligner la qualification qu'il associe à la géographie humaine qu'il entend fonder lorsqu'il dit qu'elle est une science d'observation et qu'il assigne à celle-ci une première mission: dénombrer. Et il ajoute, toujours page 224, grouper, classer, comparer viennent ensuite. Alors c'est très très intéressant si on pense à l'article de François Simian que nous avions commenté lors de la vidéo précédente, puisque précisément cette distinction entre l'observation, le classement, la comparaison est récusée absolument par François Simian, qui invite à la réflexivité sur les catégories utilisées. Donc on voit ici une différence dans l'épistémologie même, c'est-à-dire que pour Vidal de la Blache, il est possible de distinguer l'observation de l'analyse. Alors que pour François Simian et pour les sociologues durkheimiens, cette distinction n'est précisément pas possible en raison des catégories que nous utilisons, qui sont elles-mêmes la production de la société dans laquelle on est inscrit. Et effectivement, le point de départ de la géographie humaine, c'est de réunir les conditions d'observation qui lui sont nécessaires. Et c'est en cela la découverte du monde. Donc, pour le dire de manière sans doute plus simple, le point de départ de la géographie humaine, c'est la découverte du monde. Il faut connaître le monde habité pour que puisse exister une géographie humaine. C'est ce qu'explique Paul Vidal de la Blache, page 224. Raison pour laquelle donc ces voyages, ces comptes rendus d'exploration ne sont pas encore véritablement de la géographie humaine, puisque ces comptes rendus et ces descriptions ne peuvent pas parvenir à l'étude de la totalité du globe, hein. Donc c'est pour ça que ce sont des prédécesseurs, des précurseurs, mais certainement pas déjà des géographes. Et parmi ces précurseurs, justement, Vidal de la Blache s'intéresse surtout à l'un d'entre eux, qu'il considère comme son précurseur dans la méthode d'analyse, je dirais. En l'occurrence, il s'agit de Buffon.
Buffon, en effet, serait le précurseur de Vidal, en ce que, constatant les inégalités entre l'ancien et le Nouveau Monde, il en aurait déduit que la répartition des populations humaines est l'expression d'un phénomène en marche, à la manière, comme le dit Vidal, toujours avec cette analogie avec la biologie, à la manière des espèces organiques partant d'un centre d'expansion pour gagner de proche en proche. Ça, c'est une formule qu'il utilise page 226. En fait, l'ambition de Buffon donnerait une intuition, une direction à la géographie humaine, une ambition, en l'occurrence, étudier la dissémination, donc la répartition des hommes à la surface de la Terre. Et c'est pour cette raison que la géographie qu'entend fonder ou refonder Vidal de la Blache est une géographie humaine et qu'elle elle ne saurait être réduite à une géographie physique. Ainsi, page 225, hein, il souligne que l'inégale répartition des êtres humains à la surface du globe ne peut pas s'expliquer par une raison, je le cite, intrinsèque tirée des lieux mêmes. Il faut donc, c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont propices à la présence humaine et qui pourtant ne comptent pas de présence humaine. C'est donc le milieu plus des courants humains, hein, qui vont permettre d'expliquer les changements sociaux. Voilà, et c'est dans ce contexte que l'étude de certains faits sociaux devient intéressante pour Paul Vidal de Lablache. Alors, ces faits sociaux, ce sont en l'occurrence, selon sa formule, les mœurs et les coutumes qui doivent être étudiées pour permettre de comprendre les caractéristiques de peuplement de l'espace terrestre. En fait, il faut y chercher dans ces mœurs, dans ces coutumes, des indices pour comprendre l'expansion de certains groupes humains. Et d'ailleurs, il écrit, on est page 226, si le peuplement inégal du globe est dû à des courants qui se sont affaiblis en s'éloignant de leur centre d'origine, on a cette idée très forte dans la géographie de Paul Vidal de la Blache de la dissémination des populations à partir de centres. Donc, si le peuplement inégal du globe est dû à des courants qui se sont affaiblis en s'éloignant de leur centre d'origine, on peut essayer, à l'aide de ces témoins, donc ces témoins, ce sont ces fameux faits sociaux, ces mœurs, ces coutumes, de déterminer les directions et les gradations auxquelles obéit ce développement. Bon. Ainsi, on observe dans la répartition donc, de ce matériel ethnographique des traces successives d'appauvrissement, c'est ce qu'il écrit page 227, à mesure que la distance a rendu les communications plus rares entre civilisations analogues. Alors bien sûr, comme la distance pourrait reconduire l'explication, le raisonnement géographique à de la géographie physique, hein, il précise que cette distance, cet éloignement ne peut pas être réduit à de la mathématique ou de la physique. C'est pas en mesurant en kilomètres une distance que je peux comprendre l'affaiblissement, hein. Donc l'affaiblissement, c'est un constat, mais qui doit être expliqué. On voit comment ici il commence à articuler description et explication, raison pour laquelle il aboutit, page 228, à une forme de théorie des changements sociaux. Je le cite, page 228. Donc, la formation de variétés nouvelles, donc c'est ça, c'est les changements sociaux, dépend non seulement de la somme des différences de milieux avec lesquels les êtres émigrants sont aux prises, donc les êtres arrivent quelque part, et hop, interaction avec le milieu, ça on en a déjà parlé. Mais, donc c'est pas que ça, mais du degré d'isolement dans lequel ils se trouvent par rapport à leurs anciens congénères. Donc moins il y aura de communication, hein, et évidemment, on peut comprendre que la distance va jouer un rôle, mais que, après tout, même si c'est éloigné, on peut continuer à avoir des relations, hein. Donc c'est pour ça qu'il parle du degré d'isolement et pas de la mesure de la distance. Du degré d'isolement dans lequel ils se trouvent par rapport à leurs anciens congénères. Autrement dit, hein, les changements sociaux sont déterminés par deux facteurs géographiques, le milieu et les communications. Tout à fait, et cette manière de la géographie, elle permet à Paul Vidal de la Blache de se distinguer, et c'est ce qu'il fait dans la troisième partie de son article, qui va de la page 228 à la page 231, donc de se distinguer de la géographie de Ritter, qui est un géographe qui appartient déjà à une génération antérieure, et surtout de la géographie de l'un de ses contemporains, en l'occurrence de la géographie de Ratzel.
Oui, Russell qui est très connu, hein, à ce moment-là, Durkheim, alors qu'il le combat de manière très ferme, a publié un article traduit dans l'année, sociologique, hein, donc c'est vraiment le géographe oui, le géographe, pardon, qui est énormément, allemand, qui est énormément, discuté, hein, à ce moment-là, donc il est tout à fait normal que Vidal, cherche lui-même à prendre position, par, Ratzel, qu'il critique tout en quand même lui reconnaissant beaucoup de mérite. Oui, il fait la même chose avec Ritter, même si la proportion de mérite est inversée, si je puis dire, puisque, s'il valorise, largement, Ritter, dont, il déplore qu'on ait oublié, l'apport, à la géographie, enfin, en tout cas oublié pour quelques années, il critique tout de même plus fermement, Ratzel. En fait, si, Vidal valorise, la géographie de Ritter, c'est parce qu'il va, partager avec lui une même approche systémique, une même approche, englobante, de, la, géographie et la notion, selon sa formule, la notion d'une humanité, en marche. On est, page 228. Oui, c'est cette, ambition, hein, totalisante qu'il reprend chez Ritter, hein, et qui permet de faire science, hein. On comprend qu'à chaque fois, c'est le même problème et la même discussion. Il s'agit de faire science, donc il s'agit de désigner l'ensemble des faits, que j'étudie. Mais ce qui est tout à fait significatif de la méthode, de, Vidal, hein, c'est que, pour lui et ça, c'est une différence avec le geste durkheimien qui, lui aussi, se veut totalisant, c'est que Vidal, il envisage la compréhension du tout, donc le globe terrestre, comme la compréhension de la somme des parties, d'où la référence, page 229, aux monographies, hein, où il dit que vraiment, c'est ça qu'il faut viser, c'est la qualité des monographies, c'est-à-dire des études de détail, de parties, qui va permettre progressivement de comprendre le tout. Et on voit comment ça fait système avec ce qu'il a déclaré un peu plus haut sur les descriptions de voyage, ou etc. C'est la somme de ces connaissances sur les différents territoires qui va permettre d'aboutir à une compréhension générale de ce qui se passe à l'échelle du globe terrestre. Donc dans ce rapport entre Paul Vidal de Lablache, Ritter, Ratzel, donc je reprends, rapidement son propos. Donc, Paul Vidal de Lablache, valorise, Ritter en ce qu'il partagerait, une approche systémique englobante de la géographie. Mais, selon, Paul Vidal de Lablache et ce qu'il explique, page 229, en fait, cette manière de faire de la géographie, cette géographie englobante, systémique, elle disparaît, avec Ritter. Elle disparaît pour plusieurs décennies, puis elle réapparaît à la fin du 19e siècle au gré de circonstances favorables. Puisqu'en fait, entre ce moment Ritter et ce moment Vittel, Ratzel, cette manière de faire de la géographie aurait été écrasée par la géographie physique. C'est en tout cas ce qu'explique Paul Vidal de Lablache. Bon. Et en fait, Ratzel, et c'est là le mérite qu'il lui attribue, il va contribuer à restituer cette géographie humaine sur la base de la méthode biologique. C'est ce qu'explique donc Paul Vidal de Laplace, page 230. Alors, pour être un peu plus concret, il évoque donc l'anthropogéographie, c'est le nom de l'ouvrage important de Ratzel. Il explique, Paul Vidal de Lablache, que donc, dans cette anthropogéographie, la pensée de Ritter y apparaît modernisée, enrichie d'acquisitions nouvelles, imprégnée surtout de l'idée naturaliste du siècle qui vient de finir. Et là, on, on- on voit bien l'influence donc des sciences naturelles dans le développement de cette science qu'est la géographie, à laquelle Paul Vidal de Lablache a fait référence déjà au début de son article, en rappelant que la géographie humaine a pour fondement aussi cette géographie de la biologie. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il trouve intéressant dans Ratzel, c'est que, il essaye de comprendre, enfin plus exactement d'articuler l'État avec le territoire, hein. Pour Ratzel, il y a un lien entre le territoire et l'État, c'est-à-dire que la forme prise par l'État dépend du territoire, qui est gouverné par le dit État, hein. Donc c'est un déterminisme géographique tout à fait ordinaire et ce qui lui reproche, c'est que pour lui, c'est réducteur. Il n'y a pas que l'État qui est déterminé par le territoire, mais au fond, beaucoup de choses et en particulier les formes politiques. Autrement dit, il dit c'est bien, hein, Ratzel, il a raison de se poser la question de l'État, mais même avant qu'il y ait des États,
il y a un lien organique entre un territoire et une forme politique. C'est en ce sens-là où Vidal s'écarte d'un certain déterminisme, qui est celui de Ratzel, pour lui substituer, alors ce qu'on peut appeler effectivement un possibilisme, puisqu'il y a des potentialités territoriales qui sont plus ou moins utilisées, hein. Donc, en fait, pour Vidal, tout se passe comme s'il y avait plusieurs possibilités inscrites dans un territoire donné, donc des choses qui ne sont pas possibles, mais d'autres qui le sont. Et puis, eh bien, il se trouve que telle ou telle potentialité va être prise, va surgir, mais que dans tous les cas, elle trouve sa détermination dans le territoire. Et il rajoute aussi, hein, d'où le nom encore de géographie humaine, l'importance de la densité humaine comme facteur d'explication. Donc, pour lui, effectivement, le territoire, ça ne suffirait pas puisque la densité est un facteur d'explication. Et de ce point de vue, il retrouve une idée qu'on trouve chez Durkheim dans de la division du travail social, qui lui aussi considère que la densité des populations, donc les villes, l'urbanisation, etc., va produire des changements sociaux importants, même s'il ne réduit pas ces changements sociaux à la modification de la densité. Après avoir singularisé la géographie humaine vis-à-vis de la géographie de Ritter et de Ratzel, donc page 228 à page 231, tout en reconnaissant quand même les apports de ces géographes, euh, Paul Vidal de Lablache va entrer plus largement dans des considérations d'ordre méthodologique à propos de la géographie humaine. Ça, il le fait donc de la page 232 à la page 235 de son article, donc dans la quatrième partie, puisque il va indiquer les instruments de travail de la géographie humaine et il va préciser les ambitions de cette géographie humaine. Oui, et il va reprendre cette idée d'observation, hein, raison pour laquelle il insiste à ce point sur ce qu'il appelle le perfectionnement des instruments d'étude, puisque c'est ce qui va permettre de voir, hein, d'observer qui est premier pour lui, hein. On voit comment il associe la géographie humaine qu'il veut fonder à une dimension descriptive qui est première et fondamentale. Oui, donc si la géographie humaine a progressé, selon Paul Vidal de Laplache, c'est effectivement parce qu'elle dispose de plus de matériel. Et par matériel, il entend les cartes, les recensements, les statistiques qui permettent ensuite aux géographes de produire un véritable travail d'analyse. Bon. Et concernant ce travail d'analyse, il consiste d'abord, selon Vidal, à préciser les rapports de distance ou de coïncidence. Alors, de distance d'abord, car le où conduit au pourquoi, et les rapports de coïncidence, puisqu'il s'agit des traits principaux du peuplement donné, de saisir quelles relations ils peuvent avoir avec le sol, le relief, le climat, euh, l'hydrographie. Donc c'est là ce fameux possibilisme que résumait Christophe à l'instant. Et c'est aussi un mode de raisonnement géographique bien connu de ceux qui ont à voir avec les concours, puisque chacun et chacune aura reconnu le fameux plan géographique, grand 1, description, grand 2, explication, parce que c'est exactement ce qu'il dit, hein, tu viens de le dire, ou description, pourquoi, explication. Ah, il manque plus que la typologie spatiale et on a là les trois parties du plan géographique sur lequel des générations d'étudiants et d'étudiantes ont eu à s'abîmer l'esprit pour essayer donc de faire rentrer tous les sujets dans ce plan qui a été pendant très longtemps un plan canonique, hein, description, explication. Ah, donc vous voyez que ça remonte vraiment à Vidal de la Blache et même si il y a eu beaucoup de changements dans la discipline géographique aujourd'hui, hein, pendant très 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 longtemps, ce mode de raisonnement géographique a dominé, hein. C'était vraiment la base du raisonnement géographique. Tout, Et de ce point de vue, c'est très intéressant qu'il assigne une double fonction à la carte, puisque la carte est le point de départ, c'est elle qui me permet de dire où, mais il ajoute qu'à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On produit des cartes, puisque les résultats vont être eux aussi mis en carte. Alors donc, on voit hein, comment on arrive à la typologie, hein, comment, au fond, la carte produit des cartes. tout à fait, ça apparaît très clairement dans une formule qu'il a, page 234. Euh, Classer les faits qui intéressent la géographie humaine, en déterminer le site et l'extension topographique, autrement dit donc décrire, dégager ainsi les rapports, analyser donc,
telle est la méthode pratique aujourd'hui. Voilà, là, on a vraiment tout, on a le raisonnement géographique vidalien, hein, résumé et donc je le redis, hein, parce que c'est bien important de relier avec la sociologie, que cette distinction entre la description et l'explication est précisément une opposition avec la sociologie. Non pas par rapport à des faits sociaux ou faits géographiques ou et cetera, mais dans le geste scientifique lui-même. C'est-à-dire que pour les sociologues durkheimiens, et ce sera de plus en plus vrai, il n'est pas possible de distinguer description et explication. Alors rappelez-vous, on l'avait dit avec Simian, hein, qui dit personne ne commence par décrire, puisque tout le monde a déjà une idée en tête, des catégories qui sont déjà là, puisqu'il Simian critique, hein, ces grilles de lecture de société préalables en montrant qu'elles reposent sur des a priori, des généralisations, des universalisations abusives, etc., etc. Or ici, on voit que cette dimension réflexive sur les catégories utilisées n'existe pas du tout chez Vidal de la Blache. Donc on voit que sans doute ne s'en rend-il pas compte, lui, mais que de notre point de vue à nous, il entre ici en opposition avec la sociologie durkheimienne, alors même que telle n'est pas son intention. Et page 232, 239, dans la cinquième partie, de l'article, Vidal insiste quand même, dans l'analyse, enfin, où il insiste encore dans l'analyse sur, l'importance, d'un facteur, en l'occurrence, l'importance de l'étude, des influences que le milieu ambiant exerce sur l'homme, au physique et au moral. Même s'il rappelle quand même dans cette cinquième partie les limites, de cette influence. Et tout part pour Vidal, euh, quant à l'étude de l'importance de ce milieu physique sur les hommes, tout part d'une analogie avec le règne de la nature, puisque Vidal remarque que l'influence du milieu est forte chez les plantes et dans une certaine mesure chez les animaux qui vont s'adapter au milieu physique. Et d'ailleurs, il écrit, on est page 235, ces efforts sont le principe de changement physiologique dont l'étude a été désignée par plusieurs naturalistes sous le nom d'œcologie, donc science du milieu local. Oui, c'est d'ailleurs, quelque chose qu'on aurait pu, hein, creuser, d'essayer de voir quels sont les modèles que les uns et les autres ont en tête lorsqu'ils parlent de science, hein. Il est très frappant, de voir que chez, les Durkheimiens, sans doute en raison de l'influence d'Auguste Comte et son idée de force, du social, c'est la mécanique, la physique, qui est, le plus souvent pensée avec la notion de contrainte, hein, que nous avons déjà vu plusieurs fois. Ici, c'est aussi aux sciences de la nature, donc les entre guillemets vraies sciences. Donc si la géographie humaine est une science, eh ben, il faut qu'elle ressemble aux autres sciences. Sauf que très souvent, ben voilà, on met pas la même chose derrière le mot science. Donc, chez Vidal, il y a vraiment certaines sciences de la nature qui sont privilégiées, hein, essentiellement, disons que l'étude des êtres vivants non humains, hein, les animaux, et la botanique. C'est ça, ces deux modèles d'explication, hein, pour lui, raison pour laquelle, enfin, c'est ça qui met dans la nature et qui lui permet d'avoir cette définition-là. Mais c'est très intéressant, hein, de voir que même s'il ne conteste pas la pertinence, la légitimité plus exactement, de la sociologie à expliquer les faits sociaux, page 235, comme tu l'as dit, hein, il essaye de comprendre l'influence que le milieu ambiant exerce sur l'homme au physique et au moral. Et comme on l'avait déjà dit dans une vidéo précédente, le moral, c'est un fait social. Ce sont des faits sociaux pour les Durkheimiens, comme on le verra dans une prochaine vidéo consacrée à un article de Durkheim sur la détermination du fait moral, hein. C'est une détermination sociale. Et il en tire cette idée finalement, Paul Vidal de la Blache, c'est que si ça marche sur les plantes et sur les animaux, ça marche aussi sur l'homme. Et ça ressort particulièrement donc d'une citation, la charnière des pages 235, 236, hein, que l'homme n'échappe point à l'influence du milieu local, que lui-même dans sa constitution physique et morale, tu le rappelais, que les œuvres qui sortent de ses mains contractent une empreinte particulière en conformité avec le sol, le climat, les êtres vivants qui l'entourent, rien de plus généralement et de plus anciennement admis. Et d'ailleurs, il cite un proverbe à l'appui, tel contrée, tels hommes, entend-on dire. Oui, oui, tout en plus en prenant juste après, hein, une référence, à l'Antiquité sur ce qu'il appelle lui dans le texte,
je mets des guillemets donc, les nègres, c'est très intéressant parce que, bon, on n'a pas le temps évidemment de développer ici, mais sociologiquement, le fait de voir les noirs comme, enfin, de voir des gens noirs tout simplement, est quelque chose de très inscrit dans une période donnée, hein, ça commence au XVIIIe siècle. On mettra la référence quand même dans la vidéo pour ceux et celles que ça intéresse. Je dis ça parce que c'est un sujet un petit peu d'actualité, hein, la question des races, mais cette idée qu'il existe des noirs est une idée qui ne vient pas de l'Antiquité, mais qui vient du XVIIIe siècle, hein. C'est les beaux travaux de l'historienne de l'art Anne Lafont qui l'ont bien montré que donc cette question de la couleur, hein, est aussi le produit d'une histoire et de société et n'est certainement pas quelque chose qui va de soi tout le temps. Donc on voit, hein, on revient hein, quand même sur l'importance qu'il y a à relativiser les catégories qu'on utilise et à se méfier de toutes celles qu'on utilise comme allant de soi, hein. Pardon de cette petite digression, mais elle me semblait importante au moment où on parle tant des races, d'intersectionnalité, etc. Je trouvais que important d'en dire un mot ici, puisque le mot nègre apparaissait dans le raisonnement de Vidal de la Blache. Mais quand même, hein, Vidal de la Blache lui-même a conscience des nuances puisque, bon, il considère que la relation, homme-milieu physique, n'est pas, absolue et c'est en cela qu'il n'est pas, déterministe, enfin, on ne le considère pas comme déterministe au dernier degré sans doute, puisque, il rappelle, page 236, que cette, manière, simple, trop simple, dit-il, d'envisager les rapports de l'homme avec le milieu, qu'il habite, a valu aux géographes beaucoup trop enfin, a conduit plutôt les géographes à faire beaucoup trop de généralisations hâtives et selon sa formule, de comparaisons boiteuses. En fait, il considère que la relation entre organisation d'une société et milieu existe, ça, il y a pas de problème, mais que ces relations, elles sont tout de même difficiles à dégager et que certains autres facteurs entrent sans doute en jeu et qu'il convient par exemple de tenir compte de, alors selon sa formule, correctifs à imposer aux influents locales. Et par ça, il entend notamment le commerce, autrement dit la transmission et l'imitation auxquelles procèdent les sociétés. Il est quand même significatif de souligner ici qu'il distingue dans ce raisonnement les sociétés de haute civilisation, comme il dit, des Mmh. sociétés peu avancées. Alors il ne s'agit pas ici de discuter, c'est une banalité, l'absence de pertinence de ce type de distinction, mais de comprendre qu'elle s'appuie, parce que là c'est dans le mode de raisonnement géographique qu'elle est inscrite, sur la distinction entre nature-culture. Et on voit bien, on voit que dans son raisonnement à lui, les sociétés peu avancées sont plus dans la nature, c'est-à-dire sont plus déterminées par le milieu que les sociétés dites de haute civilisation, hein, et que ce nature-culture, il se retrouve aussi dans l'idée d'imitation, hein. On voit bien que ce sont les sociétés dites peu avancées qui imitent plus, hein, qui sont donc incapables de création, donc disons dans quelque sorte d'arrachement, d'émancipation par rapport aux déterminations du milieu naturel. Il y a donc là un schème très très net, hein, qui est effectivement un schème qui est tout à fait typique de la pensée coloniale, il faut quand même bien le dire, parce que sinon au bout d'un moment, on va quand même nier la réalité. Donc quitte à passer pour un islamo-gauchiste, on voit bien ici ce que veut dire la pensée coloniale. Et on voit très bien que, on l'a dit tout à l'heure, et il faut y insister, il ne s'agit pas de dire que Vital de la Blache est raciste, et cetera, hein. C'est pas, enfin, on peut toujours s'amuser à comme ça, à coller, des étiquettes à tel ou tel. Mais il s'agit de comprendre ce que la pensée coloniale, fait à sa géographie humaine, hein. Mais ça serait absurde de dire que la géographie humaine est colonialiste. Ah, c'est vraiment ça, pour le coup, ce serait absurde. Mais effectivement, on voit que comme l'ont fait remarquer, les post, coloniaux, hein, que la colonisation est un phénomène tellement important qu'on en retrouve des traces dans l'élaboration de choses qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir, voire même qui peuvent apparaître comme extraordinairement tolérantes, puisque finalement, hein, en s'intéressant à la surface du globe, rappelons-le, Vidal de la Blache postule l'unité de l'espèce humaine. Il ne fait pas de distinction entre les êtres humains, donc son geste premier est tout sauf raciste, même s'il est énormément marqué par les schèmes, comment dirais-je, les plus identitaires de la pensée coloniale.
Pour, comprendre l'influence de ces, différents, facteurs, donc, milieu physique, imitation, tu l'as, très justement, rappelé. Alors, Paul Vidal de la Blache parlera lui, même d'hérédité, c'est-à-dire de capacité d'une société à perpétuer son mode de vie, ou des échanges donc dans le développement d'une société. Pour comprendre l'influence de ces différents, facteurs, il faut comparer. Paul Vidal de la Blache, rappelle que, il est important pour le géographe de, fonctionner par comparatisme, et c'est d'ailleurs ce qui, est à l'origine de la multiplication des monographies chez ses disciples, même si, malheureusement beaucoup de ses disciples ont, oublié ce dernier geste, la comparaison. Hem donc, le comparatisme, rappelle d'ailleurs l'importance, d'avoir, beaucoup de matériel à disposition, puisque pour comparer, eh bien, il faut de la matière, pour comparer. D'où le fait que la géographie humaine ne soit possible grâce, aux grandes découvertes, ou en tout cas à l'ensemble de la découverte du monde, ce que Vidal explique, un petit peu plus tôt. Oui, pour saisir les potentialités du milieu et les effets de ces potentialités sur les êtres humains, il faut avoir sous les yeux plusieurs monographies qui, partant d'un milieu identique, débouchent sur des réalités humaines différentes, hein, d'où l'importance du comparatisme. Au passage, tout le monde voit que c'est le serpent qui se mord la queue, puisque c'est l'observation qui fait science, puisque au fond, tout se passe comme si les possibilités étaient épuisées par celles que j'ai observées, hein, comme si, au fond, les possibilités avaient été révélées par les êtres humains et que on avait là l'ensemble des potentialités. Or, vous voyez bien que c'est un raisonnement qui ne permet pas la contradiction, puisque j'ai juste à constater que tel climat, tel milieu a produit telle réalité humaine différente, et j'en déduis les possibilités du milieu. Mais en fait, je ne fais juste qu'éventuellement constater des corrélations, mais certainement pas mettre en évidence des déterminations, hein, je le dis bien pour bien souligner les limites ou les critiques, même plus exactement, que l'on peut porter à ce mode de raisonnement géographique. Autrement dit, quand Vidal nous dit, page 238, que l'influence du milieu, la force du milieu s'implante dans l'esprit, on a des raisons d'en douter, car on peut dire ici qu'il est passé de la corrélation à la démonstration, ce qui est tout sauf évident, parce qu'il l'affirme, il le dit, mais il ne le démontre pas. Et ce fonctionnement de la géographie humaine, Vidal de la Blache le résume dans, la dernière, partie de son article en forme, de bilan, concernant la géographie humaine, en forme de bilan et d'ouverture, et ça c'est extrêmement important, aux pages 239 et 240. Alors d'abord, ce qu'il commence par rappeler, c'est que, matériaux et méthodes, encore une fois, font système en matière de, géographie humaine. D'ailleurs, il l'écrit comme ça, hein. Il écrit, page 239, voilà: c'est dans cette alliance intime avec la cartographie, la statistique et l'ethnographie, dans cette vue plus compréhensive de l'ensemble des rapports des peuples, dans cette conception plus géographique de l'humanité, que puisent leurs sources les progrès récents de la science qui nous occupent. Il est significatif qu'il ne parle pas d'histoire ici, hein, Mhm. alors qu'il est agrégé d'histoire. Même si à l'époque il n'y a pas d'agrégation de géographie, en fait tout ça est fondu dans l'agrégation d'histoire. L'agrégation de géographie, elle est elle naît en 1943, au moment où la Terre ne ment pas, hein, au passage. Mais c'est effectivement intéressant qu'il ne fasse pas référence à l'histoire, parce que on voit ici la différence avec ce que disait François Simian sur l'étude des phénomènes sociaux, hein, quand il disait que la science sociale ne peut pas faire l'économie de l'histoire pour comprendre les phénomènes sociaux actuels, hein. Et c'est là où on voit la force de la détermination associée au milieu chez Vidal de la Blache, puisque au fond, il n'a pas besoin, enfin, il ne pense pas, même si en réalité, ce n'est pas vrai dans sa manière de penser, mais ici, lorsqu'il fait la liste, il oublie l'histoire. Et c'est un oubli tout à fait significatif de sa, comment dirais-je, du placement second qu'il impose à tout ce qui est social, y compris historique, hein. Donc, ici, il réduit, pour avoir son territoire de géographie humaine, le territoire dans la géographie, mais ce faisant, il oublie, me semble-t-il, quelque chose qui est pourtant déterminant dans l'étude des sociétés humaines.
Bon, mais il va quand même en parler de l'histoire et de la sociologie aussi, puisque dans un dernier paragraphe, page 240, il va régler les rapports entre géographie et histoire et sociologie, et ce très succinctement. Mais avant cela, on retourne à la page 239, parce que c'est intéressant, en fait, dans le contexte actuel, ce qu'il fait. Il offre, Vidal de la Blache, une nouvelle piste d'investigation dans la géographie humaine, et cette piste, elle est sanitaire en l'occurrence. Alors je le cite rapidement. Je me bornerai à signaler, à cause de son utilité à la fois scientifique et pratique, une étude encore trop peu avancée, celle des rapports que représentent les climats, les sols, la végétation, la faune et les divers facteurs géographiques avec les maladies. C'est fabuleux parce que, on est vraiment là au cœur, de, l'actualité, hein, puisqu'il évoque un certain nombre de critères dits géographiques pour, qu'il propose, hein, comme, possibilité d'explication. Il ne dit pas que c'est ce qui explique, hein, mais le climat et cetera, et vous savez que, contre, tout bon sens, hein, nous continuons à entendre aujourd'hui, que, quand il fait chaud, il y a moins d'épidémies et Mm. cetera. On a parfois envie de demander aux gens de regarder une carte du globe et de s'intéresser un peu aux différents climats, pour leur dire que, semble-t-il, c'est un peu plus compliqué et que aujourd'hui, il y a une épidémie de Covid qui est dans le monde entier sous des latitudes très différentes, avec des climats très différents, et que c'est pas parce qu'en France, cet été, ça s'est arrêté, qu'il faut en déduire que partout ça s'arrête quand il fait chaud, hein. C'était vraiment une absurdité. Mais peu importe. En tout cas, c'est intéressant qu'il vienne là, d'autant que, bon, ça nous permet d'évoquer très rapidement la distinction que l'éditorialiste du Lancet, Richard Horton, a proposée, hein, entre pandémie, hein, pandémie, ce qui tombe sur tout le monde de manière indifférenciée, et syndémie, ce qui frappe certaines populations en particulier. Et c'est vrai que si on cartographie la mortalité liée aux épidémies actuelles, du Covid-19, eh bien, on s'aperçoit que si tous étaient frappés, tous ne mourraient pas, hein, selon la formule bien connue, puisque ça vise des populations très particulières, des espaces dans lesquels le niveau paradoxal d'ailleurs de développement économique est plus élevé, hein, comme bah, les pays comme les nôtres, hein, par exemple, qui connaissent aussi dans le même temps, hein, une épidémie de maladies chroniques, diabète, obésité, etc., qui sont justement associées à la surmortalité liée à l'épidémie. Donc on voit bien comment, en partant d'un raisonnement géographique, c'est-à-dire l'inégale répartition de la mortalité à l'échelle du globe, on parvient à une explication qui, elle, n'est pas géographique, mais a tout les apparences d'une explication de nature sociologique. Oui, parce que ce que se demande Vidal, c'est si finalement certaines maladies qui seraient propres à certains milieux n'empêcheraient pas l'installation de certains hommes dans certains milieux, justement. Et il y a enfin, une petite phrase de lui qui est chouette à ce sujet-là. On est toujours page 239. Voici que de nouvelles populations de souche européenne se sont constituées dans les diverses régions tempérées du globe. Bon, donc là, il observe des dynamiques de peuplement, c'est le point de départ de sa géographie humaine, on l'a dit. Et il pose cette question, leur est-il interdit, par des lois naturelles implacables, de prendre racine dans la zone tropicale, comme pourtant l'ont fait le chinois, l'arabe, et jusqu'à un certain point l'espagnol? Des opinions contradictoires ont été émises. Et c'est intéressant parce que finalement, ça montre, hein, mais on peut, disons, proposer ça à la réflexion de celles et ceux qui nous écoutent, hein. Ça montre la différence qu'il y a entre ce mode de pensée et le mode de pensée sociologique. Et je crois malgré tout que, même si ce n'est peut-être pas plaisant à entendre pour certains et certaines qui, au fond, défendent une certaine manière de faire la géographie encore aujourd'hui, je trouve que ça montre quand même que le raisonnement géographique peut conduire à des distinctions qui posent problème, comme celle que tu viens de faire, hein, sur le chinois, l'arabe. Je le redis, puisque j'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, il ne s'agit pas de dire que la géographie débouche nécessairement sur le racisme ou sur autre chose, mais quand même, on ne peut pas ne pas entendre
toutes ces références positives au sol que je citais au début de la vidéo, à la bonté du sol, et cetera, sans entendre ce qui en sera fait quelques années, plus tard, quelques décennies plus tard, en 40, hein, quand, on dira sur tous les temps et partout et tous les jours que la terre ne ment pas. Et je crois que c'est quand même un élément de réflexion qu'il faut avoir, à l'esprit, non pas pour, évacuer et jeter dans les poubelles de l'histoire un geste scientifique qui est intéressant en soi, mais pour essayer de comprendre comment un geste peut mener ou non à certaines conceptions qui, se révélant dans le champ politique, prennent un tour qui n'est pas forcément satisfaisant au regard des principes démocratiques. Bon, et rappelons que, quand, Lucien Febvre introduit ce terme de possibilisme, c'est, dans mes souvenirs, dans ce bouquin de 1922, la Terre et l'évolution, humaine. Bon. Oui, oui, on n'aura pas le temps d'en parler malheureusement cette année, mais c'est vrai que ah, on pourrait, on devrait même s'intéresser. On peut voilà renvoyer nos auditeurs et auditrices à cela. La comparaison entre Lucien Febvre et Marc Bloch de ce point de vue est très intéressante et elle commence très tôt puisque Lucien Febvre fait sa thèse dans les années 10 sur Philippe II et la Franche-Comté et Marc Bloch fait la recension de la thèse publiée de Lucien Febvre et critique la pertinence du découpage territorial, la Franche-Comté, hein, en disant que finalement, ça vient d'aujourd'hui, du temps de Fèvre, mais ça n'a pas de pertinence pour la société qu'étudie Lucien Fèvre. Donc on voit que cette question du rapport à l'espace et au territoire va continuer longtemps, on le retrouvera aussi chez Brodel. Bon, et il va être temps de conclure. Alors, concluons avec, ce dernier paragraphe que j'évoquais, dans lequel Paul Vidal de Lablache, règle le rapport entre géographie, histoire, et sociologie de manière extrêmement, lapidaire. Alors, même si l'extrait que je vais vous lire, est un peu long, mais je l'assume parce qu'il est important pour nous, il est important pour nos étudiants. Alors, il écrit, Paul Vidal de Lablache, on est page 240. Les différences entre cette science géographique et les sciences purement humaines, comme la sociologie et l'histoire, résultent assez nettement des explications que nous avons données pour qu'il soit superflu d'y insister. Autrement dit, si vous voulez comprendre les différences et les rapports, allez voir plus haut. Bon. Et il finit avec une deuxième phrase. Quoique d'ordre différent, elles sont certainement appelées à se rendre de grands services réciproques. Mais il est essentiel que chacune garde nettement conscience de son objet et de sa propre méthode. Autrement dit, courons chacun dans notre couloir, ne nous regardons pas et nous vivrons tous très bien. Voilà, et mais je crois que cette conclusion témoigne de l'état d'esprit de Vidal de la Blache, donc pas d'opposition avec la sociologie, mais toutes les remarques critiques que Jean-Baptiste et moi-même avons faites me semblent aller hein, dans la direction, en réalité, d'un affrontement inévitable entre les deux disciplines, parce qu'elles ne partagent pas les mêmes attendus épistémologiques dans l'origine même de leurs gestes respectifs. Eh bien, merci de nous avoir regardés et écoutés. Et l'on vous dit à une prochaine fois donc pour une prochaine vidéo qui portera cette fois-ci à nouveau sur Durkheim. À bientôt, salut.